40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu avec Olivier et Thomas féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les Sistas du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Redonner le pouvoir aux marques sur la seconde main, c'est la promesse de Lucie Soulard, la cofondatrice de Place to Swap, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans 40 nuances de Sista. Bonjour Lucie. Bonjour Solène. Alors je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent que tu as été choisie par le duo fondateur de Home Exchange, Emmanuel Arnaud et Charles-Édouard Girard. Et ils auront d'ailleurs non pas une, mais deux questions pour toi dans cet épisode. Très bien, j'ai hâte de savoir. Alors lorsqu'on préparait cette interview, tu me confiais que tu avais trop hâte de venir dans un rendez-vous en réel et venir dans nos studios. C'était quoi ce matin du coup ton humeur quand tu t'es préparée pour venir jusqu'ici ? Ah mais j'étais ravie de me maquiller, de me coiffer, de m'habiller autrement qu'en tenue de home office. Donc voilà, comme tout le monde, je pense que je souffre pas mal de toute la situation. Et donc parler à des gens, c'est quand même quelque chose de très sympa. Eh bien, on va y aller et je te propose de nous pitcher Place to Swap après ce petit jingle. Pitch, oh mon pitch. Pitch, oh mon pitch. Alors, Place to Swap, c'est une solution qui permet aux marques de réintégrer l'occasion et les retours dans leur modèle économique. Donc, c'est une solution de e-commerce en marque blanche qui leur permet de reprendre le pouvoir sur ce marché qui leur échappe complètement aujourd'hui, de reprendre la main sur leur image, sur leur flux financier et de s'inscrire de manière durable dans l'économie circulaire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a vu le boom de Vinted, Le Bon Coin et d'autres sites. Et pourquoi en fait les marques, elles n'ont pas fait ce pas-là avant et qu'elles ont besoin de votre solution ? Alors, c'est une excellente question. Nous, ça va faire bientôt 5 ans qu'on existe. Et donc, ça fait 5 ans qu'on leur dit justement, regardez, là, il y a une énorme vague qui est en train d'arriver. Vous passez complètement à côté. Le marché de l'occasion, il fait plus 10% chaque année. Et demain, en fait, ça sera une manière de consommer qui est aussi naturelle que le neuf aujourd'hui. Donc, c'est précisément ce pari et notre promesse depuis le début, leur dire, reprenez ce qui vous appartient, votre image, vos produits, vos consommateurs, vos datas, accessoirement les flux financiers, quand on voit le volume d'affaires qui peuvent être faits sur les plateformes tierces. Et donc, on leur dit, qui mieux que vous, finalement, est légitime pour vendre des produits de seconde main. Et comment fonctionne le business model, du coup, de Place to Swap ? Donc, on a un coût de setup, puisque nous, donc, on a cette plateforme aux marques blanches qu'on vient brander aux couleurs de la marque. Ensuite, un coût de licence, selon le nombre d'options qui sont choisies dans la solution en question, et une variable sur volume d'affaires. Et est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner sur le marché de la seconde main ? Alors, je n'ai que ça. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Donc, j'ai déjà donné un premier, le plus 10% chaque année depuis 5 ans. Dans le luxe, on est même sur des croissances à 15% par an. C'est 25 milliards de dollars dans le luxe. C'est un marché qui est estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars aux États-Unis. Vinted, c'est une transaction 22 transactions toutes les secondes. C'est aujourd'hui 23 millions de produits en ligne. Quand on s'est lancé il y a 5 ans, c'était moins de 5 millions. Sur des marques qu'on suit depuis 3 ans, le nombre de produits en ligne a été multiplié par 3. Donc, c'est absolument vertigineux. Et au-delà des chiffres quanti, il y a les chiffres quali, les consommateurs, les millennials. Aujourd'hui, 50% des millennials achètent un produit d'occasion avant même de regarder le produit neuf. C'est vraiment plus qu'un micro-phénomène, c'est une lame de fond qui est en train de bouleverser C'est une nouvelle manière de consommer aussi. C'est une nouvelle manière de consommer. Et du coup, les retailers n'ont d'autre choix que d'intégrer ces nouveaux usages dans leur modèle. Sinon, dans 10-15 ans, ils n'existent plus. Et est-ce que le confinement, finalement, et la situation dans laquelle on est depuis 1 an maintenant, a eu un impact ? Mais ça a été une accélération dingue de cette prise de conscience. Encore une fois, j'aime donner cet exemple-là. Quand on s'est lancé il y a presque 5 ans et qu'on allait voir les marques, on nous regardait avec des yeux de merlan frit en disant « Mais de quoi me parlez-vous ?» Aujourd'hui, on a de l'appel entrant parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le boom et l'engouement du confinement n'a fait que confirmer ce que nous on dit depuis très longtemps. Et donc, il y a vraiment une prise de conscience qui s'est accélérée sur les derniers mois, clairement. Et à ton avis, c'était quoi les réticences des marques il y a encore quelques années et mois finalement ?
Et moi, tout à fait, mais qui est encore une des dernières réticences, c'est vraiment cette notion de cannibalisation et de se dire si je promeus la seconde main, on n'achètera pas mon produit neuf. Ce à quoi on répond que c'est faux. On prend l'exemple de l'automobile dans lequel depuis très longtemps on a le neuf et l'occasion qui cohabitent et ça n'empêche pas d'avoir les deux qui cohabitent. Et ce qu'on leur dit également, c'est que un vendeur d'occasion est finalement un acheteur de neuf qui revend un produit, là où un acheteur d'occasion, c'est un nouveau consommateur qui adore la marque mais qui n'a pas forcément les moyens d'entrer dans cet univers de marque. Donc les deux ne s'opposent pas, c'est quelque chose qui croît, le neuf diminue, donc l'occasion croît, et in fine on s'y retrouve parce qu'on reprend un consommateur, on a une lifetime value de ce consommateur qui est plus long et on lui offre une expérience tout le long de la vie du produit. Quand je t'écoute, ça me fait penser à l'entretien qu'on avait eu avec Jacques-Antoine Grandjean dans 40 nuances du Next, où il nous racontait qu'il y a 20 ans, tout ce qui était les stocks, en fait, était vendu par les patrons d'entrepôts et qu'aujourd'hui, leurs interlocuteurs, c'est les PDG des marques, parce qu'en fait, ça devient central, en fait, cette histoire de marque. Qui sont tes interlocuteurs, toi ? Nous, alors, sans me comparer à Jacques-Antoine Grandjean, mais ça a été un jour, évidemment, ça a été notre principale difficulté au départ. En fait, on est sur quelque chose qui touche tellement à la proposition de valeur de la marque et au business, et on parle d'un nouveau business, d'une nouvelle business unit, que très rapidement, on s'est rendu compte qu'on devait s'adresser aux directeurs et aux directeurs généraux de toutes ces marques-là. Quand on démarre, qu'on est deux femmes, qu'on est personne, qu'on est inconnu, aller taper aux bonnes portes, c'est pas vraiment évident. Et donc, encore une fois, ça a été l'une des principales difficultés au départ, d'avoir les bons interlocuteurs, parce qu'on s'est rendu compte que si ça venait pas d'en haut, c'est quelque chose qui ne serait pas insufflé dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, nos interlocuteurs sont des gens clairement à minima du CODIR, du COMEX, et très souvent même les DG. Et comment on fait justement au début pour se faire connaître ? Alors, on fait beaucoup de communication, beaucoup d'évangélisation. Ça a été, là encore, la grosse difficulté du début, je dirais. Pendant 2 ans, on a pris notre bâton de pèlerin, on a fait énormément de conférences. On a même écrit un bouquin, qui s'appelle « Le retail face aux nouveaux modes de consommation », dans lequel on exposait, chiffres à la clé, pourquoi il fallait y aller. Donc, beaucoup je le redis, d'évangélisation, pour finalement planter cette graine qui aujourd'hui est en train de semer et même de s'accélérer. Et comment vous avez financé le développement ? Alors au départ, on était sur fonds propres. On a fait appel également à le fameux Love Money, Friends and Family. Donc des gens que j'en profite pour remercier parce qu'ils croient en nous depuis la première heure. Donc cette Love Money nous a permis de faire notre MVP, donc la V1, de faire la preuve de concept avec une première marque. Et ensuite, on s'est lancé dans un engrenage beaucoup plus positif, de premiers chiffres, une première levée en seed. Et voilà, donc aujourd'hui, on en est là. Et tes enjeux, du coup, aujourd'hui avec Place2Swap ? Alors, les enjeux, c'est de vraiment ancrer l'économie circulaire dans une roadmap stratégique. Là, j'ai beaucoup parlé de l'occasion, mais depuis, on a développé un nouveau use case également qui part du même principe et du même constat, c'est qu'il y a une circularité qui ne s'opère pas aujourd'hui au sein des marques. Et donc, on a développé cette deuxième offre retour entre consommateurs qu'on a précisément développée chez VP. On parlait tout à l'heure de Jacques-Antoine Grandjean et qui permet donc à des consommateurs de s'échanger les produits entre eux. Donc, plutôt que de renvoyer mon produit à mes frais au retailer, je le mets sur cette plateforme Seconde Chance sur lequel un autre consommateur va pouvoir acheter ce produit. Donc, on économise pour l'acheteur 1 les frais de retour. On permet à l'acheteur 2 d'acquérir ce produit et on économise au passage un aller-retour transporteur. Le retailer fait les économies de reverse logistique, de réintégration dans les stocks. Et donc, on met en place cette circularité au sein de la marque dans un modèle beaucoup plus vertueux que ces allers-retours e-commerce qui n'ont aucun sens. Donc, la circularité, pour revenir à la question initiale, elle prend vraiment plusieurs angles. Celui de l'occasion, clairement, mais également celui des retours. Et nous, aujourd'hui, c'est ça qu'on prône et c'est ça qu'on cherche à montrer et en tout cas à prouver aux marques, c'est qu'elles ont un gros enjeu sur de circularité avec une plateforme qui permettrait de traiter ces 2 cas d'usage.
Et est-ce qu'il y a un délai sur lequel, au bout d'un moment, en fait, j'ai acheté une robe, finalement, elle ne me va pas, je la mets sur cette plateforme-là. Est-ce que c'est comme Vinted et on attend qu'un jour quelqu'un veuille bien l'acheter ou qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, donc, dans le cas du retour, on met le produit sur la plateforme X jours. Si au bout de X jours, le produit n'a pas trouvé preneur, je reviens dans une démarche classique de retour envers la marque. C'est une chance intermédiaire de se dire, plutôt, encore une fois, que le renvoyer à mes frais, je donne une chance à quelqu'un d'autre de l'acquérir. Donc ça, c'est un temps qui est limité, qu'on définit avec la marque et qui est paramétré avec la marque. Là où, sur l'occasion, on met son produit en ligne, il n'y a pas de durée de vie, alors on peut décider, c'est ce qu'on fait en général, au bout de 6 mois, si le produit n'a pas trouvé preneur, on se dit qu'il a peu de chances d'en trouver et donc de le supprimer de la plateforme. Mais donc, dans le cas de l'occasion, on laisse son produit le temps qu'il trouve preneur. Le monde de la seconde main, ça devient tendance aussi. Les influenceuses et influenceurs, car il y en a aussi, le louent sur les réseaux sociaux. C'est même une fierté d'avoir acheté en seconde main dans une friperie. Les friperies deviennent même très mode. J'ai vu aussi une marque récemment qui mettait elle-même ses produits sur Vinted. T'en penses quoi? J'en pense que ça, encore une fois, ça ne fait que conforter ce qu'on dit depuis des années. C'est que aujourd'hui, ça va devenir quelque chose d'aussi naturel que l'achat de la première main. Tu as mentionné quelque chose qui est très intéressant, c'est le côté fierté. Et ça, c'est là où il y a vraiment un shift dans la manière de penser. Là où on avait un petit peu honte, à de rares exceptions près, d'acheter de seconde main, aujourd'hui, ça devient une fierté. Et ça, c'est encore plus vrai dans les marques de luxe, où on voit des femmes qui sont hyper contente d'avoir acheté leur sac Vuitton en deuxième main parce qu'en plus il est patiné, il a un peu une vie et elle a fait une bonne affaire. Donc il y a ce mélange de choses, évidemment la prise de conscience aussi écologique et notamment dans la mode où on sait que c'est quand même une industrie qui est extrêmement polluante. Je vois ça forcément que d'un regard archi positif et ça ne fait que conforter ce qu'on dit depuis plusieurs années. On va pouvoir vraiment avoir à la fois un aspect écologique, économique et environnemental, et ça, c'est que bon pour tout le monde. Et est-ce qu'il y a des clients ou des collaborations au départ qui ont fait décoller le modèle? Je pense par exemple à 2 sistas qu'on a reçues ici, qui sont Laure Betch et Camille Legal, qui sont les fondatrices de Fairly Made et qui ont monté une collab avec les Petits Hauts qui leur a donné de la visibilité, mais qui a aussi permis finalement d'éprouver leur modèle. Est-ce que toi, il y a des collabs comme ça qui ont été décisives? Nous, on peut que remercier la première marque qui nous a fait confiance et qui nous a permis de mettre le pied à l'étrier. En l'occurrence, c'est Camaïeu. C'est avec eux qu'on a fait notre V0. Donc, ça nous a permis d'avoir cette visibilité nationale. Ils nous ont mis en avant, ils nous ont cités. Donc, là-dessus, ils ont vraiment joué le jeu. Et c'est ce qui a permis vraiment, encore une fois, de mettre le pied à l'étrier et qui a créé une dynamique hyper positive. Quand on travaille avec des gros, on est connu, on est exposé et ensuite, là où on faisait beaucoup d'appels sortants, maintenant, on a beaucoup plus d'appels entrants. Donc, le premier, forcément, j'ai une petite pensée pour eux. Est-ce que tu as tout type de marques? Est-ce que c'est plutôt des grosses, des marques bien connues, bien installées, des maisons, ou tu as aussi des petites marques qui étaient déjà, elles, dans cette philosophie? Alors en fait, quand on est au tout début, on a tout intérêt à travailler avec des gros pour la notoriété, précisément pour la raison que je viens d'évoquer précédemment. Et aussi, il y avait une question de coût. Nous, on a quand même un coût de setup qui est pas si important que ça, mais qui peut être trop important pour des petites marques. Donc le parti qu'on a pris au départ, c'était de travailler avec des gros pour pouvoir avoir cette notoriété et faire notre preuve de concept. Aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, on est en train de revoir complètement notre produit pour le rendre beaucoup plus scalable et donc déployable beaucoup plus rapidement et donc à coût moindre pour pouvoir s'adresser précisément à des marques plus petites qui ont cet ADN RSE en elles. Aujourd'hui, il n'y a pas une marque qui se lance, il n'y a pas une DNVB qui se lance qui ne soit pas vraiment dans ses valeurs d'économie circulaire. Donc, notre objectif, et on est en train de se staffer pour, c'est justement d'élargir la proposition, pas uniquement à des grosses marques, mais à des plus petites qui pourraient être intéressées. Et souvent, ces petites marques, elles nous citent Patagonia en exemple. C'est le best in class, c'est le précurseur. C'est eux qui vous ont inspiré aussi? Clairement, c'est les premiers à avoir mis en place des choses aux États-Unis. If it's broke, fix it. Ils promeuvent la réparation, le recyclage, avant même de promouvoir l'achat de neuf. Mais là, on est vraiment dans le cas exceptionnel et le best in class, encore une fois. Donc, ils ont été les premiers à mettre en place ce type d'initiative. C'est évidemment un modèle. Et l'objectif, c'est autant que faire se peut que ça devienne naturel pour toutes les autres marques également. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui dans cette aventure?
D'avoir signé 2 gros, hein. On a parlé du VP tout à l'heure, on travaille également avec Cdiscount, donc c'est quand même des beaux achievements quand on dit qu'à la base on n'est pas du tout dans ces milieux-là où voilà qu'on n'avait aucune chance, donc c'est des très beaux, des belles fiertés, a fortiori parce qu'on a gagné un prix sur l'innovation précisément sur ce modèle retour avec VP, donc ouais, c'est pas mal de dire qu'on travaille avec 2 des 3 plus gros e-commerçants français. D'ailleurs, je pense que c'est le moment de la question d'Emmanuel. Je me lance. La première qui est plutôt business. Voilà, il y a eu un beau partenariat avec Cdiscount et bien comprendre si l'avenir c'est plutôt ces partenariats-là ou si c'est aussi de rester dans l'idée initiale de la fringue où elles ont des clients. Alors, du coup, effectivement, l'idée initiale de la fringue, c'était pas tant qu'on voulait attaquer la fringue en premier, que c'était là où l'usage était le plus développé. Donc, c'était très naturel de s'adresser à ces marques sur lesquelles, encore une fois, il y a un marché de l'occasion existant, où l'usage est très présent et donc où des sites comme Viten ont absolument explosé. Mais depuis le début, hein, c'est ce qu'on avait en tête, c'est que notre solution et notre techno peut s'adresser absolument à toutes les verticales. Là, on est en train de faire un test avec une marque de bricolage. Donc, c'est quelque chose qui a son sens dans énormément de verticales. Donc, pour répondre à la question d'Emmanuel, on n'a pas en tête de rester uniquement sur la fringue, même si, de fait, c'est là où l'usage est le plus développé. Merci pour cette réponse. Tu es très investi dans des réseaux comme 15 Tech, créé par Caroline Ramad, Sista, dont on a parlé avec Tatiana Jama et Céline Lazorte. Ils t'ont aidé, ces réseaux ? Ils m'ont énormément aidé déjà à partager, à faire des partages d'expériences. C'est toujours très utile de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à vivre certaines choses assez désagréables. Je donne toujours 2 exemples. Dans ma première levée de seed, je me suis retrouvée face à 6 hommes. On est 2 femmes, hein, cofondatrices. Donc toutes les 2, on s'est retrouvées face à ces 6 hommes qui nous ont demandé ce que faisaient nos maris. Et en fait, se dire, mais c'est pas possible qu'en 2020, on nous pose encore cette question. On est là, on est en train de pousser notre projet. On a déjà des premiers KPI, on a déjà des premières marques, on a une solution technique et qu'on en arrive encore en 2020 à avoir ce type de questions. Les bras nous en tombent. Donc moi, je rêve du jour où je pourrais retourner la question à la personne et lui dire, et votre femme, que fait-elle ? Donc un jour, ça viendra. Mais voilà, c'est un exemple qui illustre le besoin de partager ce genre de choses et de se dire à comment répondre, comment continuer à avancer et réussir à mettre en place des choses qui vont inverser ces clichés-là. Donc, c'est en ça que c'est extrêmement utile. Et juste, je précise que parmi toutes les sistas qu'on a reçues, tu n'es pas la première à nous dire ça à ce micro. C'est bien malheureux. Exactement. Et qu'en 2020, parce que souvent, ça s'est passé l'année dernière, mais je pense que ça arrivera aussi en 2021, des femmes nous rapportent ce genre de propos. Voilà, c'est une réalité. Et donc, c'est là aussi où c'est important que des réseaux se montent et que des femmes successful en parlent. Parce que c'est ça aussi le sujet. Si on arrive à amener ces sujets, mais que c'est des femmes qui n'ont pas réussi, on dit elles sont un peu aigries en fait, elles n'ont pas réussi. Donc c'est vraiment bien que ce soit des femmes qui ont réussi et qui rapportent ce genre de choses, parce que je pense que pour changer les mentalités, la première étape, c'est vraiment la prise de conscience. Et donc ce qu'elles mettent en place, notamment Sista et ce rapport là qui est deuxième rapport qui vient de sortir, où on montre encore les gaps qui existent, ça permet cette prise de conscience. Moi, j'avais échangé dans le cadre justement d'une réunion Sista avec un homme d'un fonds qui me disait: j'ai fait le travail avant de venir de regarder dans mon deal flow le nombre de femmes que j'avais rencontrées, et j'ai fait l'exercice de voir combien de femmes j'avais financées. Et il m'a dit: Lucie, j'ose même pas te dire le chiffre, parce que j'ai honte en fait. Mais le fait qu'ils le disent et qu'ils s'en rendent compte, encore une fois, cette prise de conscience, pour moi, c'est la première étape. Et je pense que cette prise de conscience est vraiment en train de se faire, notamment chez les jeunes investisseurs. Je suis d'un naturel assez optimiste, mais je parle de plus en plus avec des jeunes qui me disent qu'ils sont en train de changer ça. Donc voilà, j'ai envie d'avoir un message positif par rapport à ça. Et du coup, toi, tu le diffuses aussi, ce message ? Je le diffuse très largement. Je le diffuse dans le cadre également de notre accélérateur. On fait partie de 50 Partners Impact, qui est vraiment très impliqué aussi sur ces sujets d'inclusion et de mixité. Donc, je donne les chiffres. Je montre aussi à un humble échelle que je pense que c'est quand même du coup faisable d'être à la fois entrepreneur et maman, du coup. Donc, j'espère qu'en montrant l'exemple, ça peut inspirer d'autres personnes. Et juste une question, du coup, quand on nous pose cette question de « il fait quoi votre mari ?», on répond comment, on réagit comment ?
Bah là, en l'occurrence, je m'étais retrouvée un peu sans voix. J'étais en position à l'époque, je me ressentais en position de faiblesse et donc je n'ai pas eu les coronesses de répondre ce que donc je souhaiterais répondre. Et vous, que fait votre femme? J'ai quand même répondu, mais je ne vois pas en quoi cette question à avoir avec le sujet que nous avons actuellement. Donc j'ai quand même réussi à avoir cette question-là. Mais c'est déstabilisant quand même. C'est complètement déstabilisant. La réponse qui m'avait été faite, c'était non, mais c'était pour voir la solidité et combien de temps, en gros, vous pouvez tenir sans argent. C'était ça la question qui était derrière. Mais qu'on pose encore la question alors qu'on est en train de montrer un BP, qu'on est en train de montrer des KPI, qu'on a travaillé quand même très, très dur pour en arriver là. Au-delà d'être déstabilisant, c'est rageant. Vraiment, c'est très énervant. C'est quoi ta première victoire? La première marque signée, clairement. Quand ça fait 2 ans, encore une fois, je reprends le parallèle du bâton de pèlerin, qu'on a été voir toutes les marques, qu'on s'est pris beaucoup de portes, qu'on s'est fait traiter du luberlu, parce que c'était le cas. Quand il y a une marque qui dit « moi, je trouve que votre idée, elle est super bonne et j'ai envie de le faire avec vous », c'est une sacrée victoire. Et la première fois que tu t'es dit c'est avec elle que je veux monter Place to Swap? Alors, je vais renverser la question parce que donc on parle de moi, mais je vais parler de mon associé, Stéphanie Alaraniaga. Donc, je l'ai rencontrée dans le cadre d'une formation en digital qu'on a suivie toutes les deux. Et vraiment, dans le couple, c'est elle la visionnaire. C'est elle qui est archi avant-gardiste et qui a toujours les idées, du coup, 2 ou 3 ans avant les autres. Et donc, ça a été un coup de cœur. On était amenés à travailler ensemble sur un cas, puisqu'on était donc en cours. Donc, on faisait des cas d'usage, comme c'est d'office souvent dans ce genre de MBA. On a vu qu'on avait un énorme fit à la fois pro et perso sur la manière de travailler. On a été amené à travailler sur un cas d'occasion, justement. Et c'est elle qui, au bout de 2 mois, on se connaissait depuis très peu de temps, un jour m'a dit « Lucie, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai une super idée, qu'est-ce que t'en penses ?» J'ai trouvé ça génial. Je lui ai dit « Écoute, j'avais un bébé de 6 mois, donc voilà, et il y avait quand même des implications, mais je lui ai dit « Je trouve ça génial. » On y va ensemble. Laisse-moi quand même 24 heures, j'en discute, je dors dessus. Mais l'idée est vraiment venue comme ça. C'est elle qui m'a dit, je me dis qu'il faut que les marques se réintègrent ce marché et que du coup, on leur propose de le mettre dans leur proposition de valeur. Donc tout ça pour dire que c'est plutôt... j'ai pas eu à la convaincre. Ouais. C'était plutôt un coup de foudre, on va dire, amical et professionnel. Il y avait un bon alignement des planètes pro et perso et on s'est lancé. Donc, et il n'y a pas eu trop de questions sur on s'associe, on s'associe pas? Non, ça a été hyper naturel. C'est ça, quand on me pose la question, on se connaissait depuis 2 mois, mais du coup, comme ça s'était bien passé et que finalement, je pense que c'est dur aussi de s'associer avec des gens qu'on connaît trop bien, parce que si ça se passe mal, on peut peut-être briser des amitiés. Là, encore une fois, un bon alignement, un bon fit, pro-perso, et Dieu sait que c'est important parce que c'est quand même compliqué dans la durée. Et moi, un moment opportun pour le faire. Donc non, il n'y a pas eu de question en fait. Emmanuel et Charles-Édouard ont dit cette phrase, ils ont dit un associé, c'est plus qu'un ami, mais c'est moins que ta femme. Donc, parce qu'ils sont 2 hommes associés. Donc, est-ce que toi, tu pourrais dire c'est comme un ami, mais moins que notre mari? C'est exactement ça. Je veux dire, je passe évidemment 10 fois plus de temps avec mon associé qu'avec mon mari. On partage tout, les douleurs, les peines. Et heureusement qu'on est 2. Moi, je suis admirative des personnes qui sont toutes seules parce que c'est tellement dur, l'entrepreneuriat. Il y a tellement de choses compliquées que c'est bien d'être 2 pour pouvoir prendre le relais. Quand il y en a une qui est fatiguée, voilà, vraiment au bout, l'autre qui prend le relais. Mais j'aime tout à fait. J'ai vu cette comparaison qui m'a fait sourire, mais je pense que j'aurais pu avoir exactement la même phrase, effectivement. C'est quoi le conseil qu'on t'a donné et que t'as pas suivi? Je dirais qu'il faut vite faire sa preuve de concept. Il faut faire son POC, il faut faire son MVP et avant de faire des belles presses, avant d'aller voir les investisseurs, etc., il faut que tu trouves cette fameuse marque qui va te permettre de montrer que ton idée, elle est bonne. Et là, je pense que j'ai souffert de quelque chose de très féminin. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est certainement un trait de caractère que j'ai, de vouloir faire les choses très bien avant de se lancer. Donc, il faut apprendre à faire du quick and dirty. C'est assez antinaturel, mais sauf que je pense que c'est effectivement un facteur clé de succès dans l'entrepreneuriat, faire sa preuve de concept. Donc, accepter de faire quelque chose de dégradé, qui soit pas exactement à l'image de ce que tu voudrais, mais faire ta preuve de concept. Donc, je pense que j'aurais été plus vite sur du POC et j'aurais passé moins de temps dans certaines choses qui étaient un peu du détail pour pouvoir avoir ces premiers retours rapidement. Et conseil que tu n'aurais pas dû suivre?
Le conseil que j'aurais pas dû suivre, alors je vais faire une petite pirouette et pas répondre directement à la question, mais en gros, moi, on voit beaucoup d'entrepreneurs quand on se lance, et on voit également beaucoup d'experts sur des sujets juridiques, sur des sujets financiers. Et en fait, quand on écoute des personnes un peu trop techniques, là je pense au légal notamment, en fait, on se lance jamais. Et donc, quand on écoute trop ces personnes, on se bride et on s'empêche de se faire des choses qui sont un peu plus de l'ordre du gut feel. Et c'est là où j'apprécie, à l'inverse, d'échanger et que j'ai beaucoup apprécié au début, notamment d'échanger avec des entrepreneurs qui m'ont dit non mais si t'attends d'avoir tout qui est parfaitement ficelé, tu te lanceras jamais. Donc, pas trop écouter les experts et plutôt écouter les entrepreneurs. Ce serait mon conseil. Du coup, tu as répondu 2 questions en une, c'est parfait. Je suis désolée, j'anticipe. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous? Elle était comment, Lucie, petite? Elle était assez lead, en lead, à vouloir toujours organiser plein de choses, plutôt assez dynamique, enjouée, entreprenante déjà, et avec un caractère bien forgé, dirait mon père, je pense. Donc voilà, je pense que j'avais ce caractère ancré en moi depuis assez longtemps. Et est-ce qu'il y avait des jeux auxquels tu jouais et tu te rends compte aujourd'hui qu'en fait ça peut être précurseur de cette volonté entrepreneuriale? Alors j'avais ce côté qui est souvent, je pense, un trait de caractère des filles aînées. Je suis l'aînée de trois enfants, de faire un peu la grande sœur et un peu la maîtresse. Voilà, je sais que c'est quelque chose qui est très courant, surtout chez les filles. Et du coup, d'être meneuse d'hommes. Je l'ai dit. Je suis l'aînée aussi des cousins, donc on a beaucoup une famille assez nombreuse. Donc de prendre le lead et d'organiser des jeux, de faire la maîtresse, d'apprendre à lire entre guillemets à mon frère et à ma sœur. Donc je pense que ça c'était des choses assez précurseuses de la suite, ouais. Et à quoi tu rêvais? Alors, quand j'étais petite, je rêvais d'être journaliste pour interroger plein de gens et rencontrer plein de gens et pouvoir échanger avec eux. Donc ça a duré assez longtemps. Donc je sais pas si c'est un rapport avec la suite, mais jusqu'à moi, en 3e, je voulais être journaliste, ouais. Et ce déclic entrepreneur, il est venu quand? Je pense que ça s'est fait de manière assez progressive. Moi, j'ai été salariée 10 ans avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'étais dans des grosses boîtes. Et en fait, je me rends compte, avec le recul, je n'étais pas capable de l'identifier à l'époque, mais je me rendais compte à quel point en fait, j'étais malheureuse. J'étais malheureuse d'être dans un carcan. J'étais malheureuse d'être un pion dans une hiérarchie pyramidale, enfin absolument gigantesque. Et du coup, d'avoir pas du tout la main sur ce que je faisais et d'être un élément minuscule. Donc, encore une fois, je mettais pas un mot à l'époque, mais je voyais bien que j'étais pas dans mon élément et que ça correspondait pas à ce côté un peu lead, d'organiser toujours plein de choses et d'avoir la main sur ce que je fais. Donc c'est plutôt par défaut, donc c'est pour ça aussi. Donc j'ai négocié mon départ au bout de 10 ans. J'ai repris ces études en faisant mon MBA en digital parce que je travaillais en marketing et je me rendais bien compte que je passais à côté de cette révolution digitale. Donc j'avais besoin de me former pour pouvoir avoir des nouvelles cordes à mon arc. Et donc finalement, le hasard étant ce qu'il est et la vie étant bien faite, je dirais, cette rencontre avec Estefania m'a montré qu'en fait, a réveillé quelque chose qui devait sommeiller en moi depuis très longtemps. Cette volonté de faire, d'avoir la main sur tout et le pouvoir de faire avancer les choses. Donc j'ai coutume de dire que cet entrepreneuriat a réveillé, je pense en tout cas, le meilleur de moi et quelque chose qui sommeillait. Et est-ce que tu penses que ça avait été mis en sommeil par le type d'études que tu avais faites et où il y avait un peu une voie toute tracée et où on Alors je dirais pas ça parce que responsabilité. Je dirais pas ça parce que j'étais en école de commerce, donc c'est quand même quelque chose où on promeut ce type l'entrepreneuriat. Je pense que c'était plutôt de l'ordre de l'autocensure. Ouais. Voilà, je pense que les femmes, on a malgré tout, et envers et contre tout, une forme d'autocensure dans « je ne vais pas y arriver, je suis moins forte que les autres, ça va être compliqué de tout concilier ». Donc j'étais plutôt là-dessus, en me disant « j'y arriverai pas ». Et puis moi, à titre personnel, j'ai souffert tout le temps, et beaucoup moins depuis l'entrepreneuriat, donc ça c'est encore un effet très très positif, mais du syndrome de l'imposture, en me disant que les gens autour de moi sont tous beaucoup plus intelligents et que j'y arriverai jamais. Le fait d'avoir à m'exprimer, le fait d'avoir à vendre, quand on est entrepreneur, on ne fait que vendre son produit en permanence, et d'être confronté à des gens effectivement très intelligents, mais pas que.
je me suis dit, finalement, je suis peut-être pas si conne que ça. Donc voilà, ça révélait un truc très positif. Et c'est ça que je dis quand on me pose la question et que je rencontre d'autres femmes. Il faut qu'on arrête en fait de s'auto-censurer en permanence, de se trouver des excuses à ne pas le faire, parce qu'on a toujours des excuses pour pas le faire. Et en fait, il faut se lancer, quoi. Ouais, et il y a beaucoup de femmes aussi qui disent moi, j'avais besoin de cocher des cases avant de me lancer. Oui, sans doute, un petit peu aussi. Voilà, j'ai une famille, j'ai 3 enfants. C'était quelque chose qui était important dans mon équilibre. Mais ouais, peut-être cocher la case femme parfaite, peut-être. Je n'aurais pas pensé en ces termes-là. Mais encore une fois, moi, c'était avant tout je pense, une notion d'autocensure, avant tout. Alors tout à l'heure, tu disais que quand tu as lancé Place to Swap, tu avais un de tes enfants qui avait 6 mois. Mm-hmm. Comment on fait pour gérer tout ? C'est une organisation militaire. J'ai coutume de dire que j'ai un tableau Excel dans la tête. C'est très fatigant, je peux pas dire le contraire. Après, j'ai beaucoup de chance d'avoir un mari aussi qui est très très présent, enfin qui travaille énormément, mais qui est vraiment un support au sens propre et figuré. Quand on est au fond du gouffre, il faut avoir quelqu'un à la maison qui supporte et qui arrive à vous faire remonter la pente. Donc non, c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de résilience. Et puis oui, c'est une charge mentale qui est énorme. Je peux pas le nier. Néanmoins, encore une fois, j'étais pas toute seule et heureusement. Donc, on a coutume de dire des deux côtés d'ailleurs, et pour la boîte et pour ta famille. Absolument. Donc, voilà, on a coutume de dire que derrière les grands hommes, il y a des grandes femmes, mais je pense que l'inverse c'est vrai. J'y serais pas arrivée toute seule sans mon mari, j'y serais surtout pas arrivée toute seule sans mon associé. Et t'aimerais leur laisser quoi comme héritage à tes enfants ? Le travail, en fait, je pense que là-dessus, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai dans les gènes. En travaillant, on y arrive, en fait. Donc, l'exigence, voilà, je suis passée par les classes préparatoires, donc vraiment des systèmes qui sont très exigeants. Alors que c'était compliqué pour moi, voilà, j'ai beaucoup travaillé en prépa, c'est pas forcément des bons souvenirs, mais j'ai quand même intégré une très bonne école. Et donc, j'ai envie de transmettre ça, que le travail paye. Et d'ailleurs, c'est l'un des plus beaux compliments que m'aient fait mes frères et sœurs, qui ont même très bien réussi après. Ils me disaient, on t'avait vu travailler. En fait, on t'a vu, en travaillant, on y arrive. Donc, c'est ça que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Que d'une part, il n'y a rien qui tombe tout cru dans le bec. Et d'autre part, qu'il n'y a aucune raison de ne pas y arriver quand on met les moyens. Quand on parle d'héritage, je propose d'écouter la deuxième question d'Emmanuel. La deuxième, c'est en entendant Charles-Édouard tout à l'heure parler, comme moi, du rapport au père. Je me suis dit, vu qu'on est beaucoup de mecs, on parle tous de notre rapport au père. Est-ce que c'est chez les entrepreneurs femmes, il y a une histoire de rapport à la mère, voilà, dans le succès ou pas ? Alors, c'est une très bonne question. Vraiment, merci Emmanuel, ça ne m'étonne pas de lui qui me pose ce genre de questions. Alors, en l'occurrence, je ne pense pas. Moi, j'ai aussi un rapport au père. Et je pense qu'il y a quelque chose en psychanalyse qui existe entre le père et la fille aînée, justement, qui est très intéressant. Et on parlait de ce qui m'a forgée. Je pense que je me suis forgée à travers le regard de mon père et tous les espoirs qu'il portait en moi. Sans rentrer dans une psychanalyse sur le divan, mon père a subi peut-être certaines déconvenues dans sa vie et donc il a reporté beaucoup de ses espoirs dans sa fille aînée. Je pense pas que je l'ai déçu, mais donc j'ai plutôt un rapport au père. Et donc on parlait des cases à cocher, maintenant que ça me vient, je pense que la case papa a compté dans ma construction. Dans ta construction. Ce qui arrive souvent quand on est l'aîné. Ce qui arrive souvent quand on est l'aîné. Mais encore une fois, le rapport père-fille, j'avais lu un article là-dessus, et du coup j'oublie, c'est pas Oedipe et je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est aussi quelque chose qui est très très fort en psychanalyse, et moi je l'ai subi à 150%. Alors tu nous parles de ton papa, est-ce qu'il y a des rencontres particulières aussi qui t'ont marqué et qui ont fait que tu es la femme que tu es aujourd'hui ? Dans l'entrepreneuriat, du coup, dans l'entrepreneuriat ou dans tes études, dans ta vie? Dans ma vie, oui, en dehors de la partie perso et la rencontre avec mon mari, évidemment, dans l'entrepreneuriat, et je crois que je l'ai déjà dit, mais ce qui m'a le plus plu, vraiment, c'est au départ, quand on est au stade de l'idée, quand on est au stade de comment est-ce que je vais y arriver, c'est d'avoir la chance, grâce notamment à mon réseau école, mais aussi au réseau que j'avais tissé dans cette formation, de rencontrer des entrepreneurs qui m'ont fait leur partage d'expérience. Et moi, c'est ce qui continue à me nourrir aujourd'hui. Quand on me dit qu'est-ce qui te nourrit, moi, ce qui me nourrit, c'est de rencontrer des gens que je trouve hyper inspirants. Et je trouve qu'au contact de gens inspirants et hyper intelligents, j'ai l'impression de devenir aussi moi
moi-même un peu moins bête. Et donc, j'ai rencontré des entrepreneurs à succès assez tôt. J'ai échangé avec des gens, et d'ailleurs pas forcément à succès, mais qui m'ont fait ce partage d'expérience. T'en as en particulier à qui tu penses ? Alors, c'est pas un entrepreneur, mais très très tôt dans notre parcours, on avait été amené à rencontrer encore VP. C'est un des fondateurs de VP qui est parti depuis. Il s'appelle Michael Benabou, qui est un investisseur très connu. Et je l'ai rencontré alors qu'on était encore des micros pas existants. Et donc, rencontrer ce genre de personnes, avoir des échanges de très haut vol et de très haut niveau, se retrouver dans leur superbe hôtel particulier sur le parc Monceau et parler business et avoir une personne qui t'écoute, qui te prend au sérieux et qui te challenge. Donc, on est dans une démarche vraiment constructive. Je me suis dit, waouh, même si j'y arrive pas, ce genre de rencontre, je m'en souviendrai. Et ça donne confiance. Et ça donne confiance. Et j'ai également eu l'occasion de rencontrer Jacques-Antoine Granjon dans son bureau, chez VP, et il m'a offert du miel. Voilà. Et ça, je me dis, son miel, parce qu'il fait du miel, ouais, Jacques-Antoine Granjon. Et je me dis, voilà, whatever happens, j'aurais eu ça. Donc, c'est quand même sympa. Et à côté de Place to Swap, à côté des enfants, donc tout ça prend déjà beaucoup de temps, qu'est-ce qui te passionne dans la vie ? Comment tu te ressources ? Alors là, ces derniers temps, c'est un peu compliqué, je cache pas. Même si je suis parisienne, moi j'aime beaucoup la montagne, donc voilà, j'aime beaucoup aller l'été, l'hiver. Donc là, c'est un petit peu plus complexe. J'ai ce besoin, mais j'arrive pas aujourd'hui à le faire suffisamment, de prendre l'air, la nature pour pouvoir me ressourcer. Après, dans des choses plus faciles à faire, je suis une grande lectrice et c'est dans des journées archi chargées, le seul moment où j'arrive à un peu déconnecter, c'est quand je suis dans un livre passionnant. Bah là, en venant dans le métro, je suis dans la biographie d'Obama, par exemple, et j'adore. Ah, c'est ça, parce que quand tu es arrivée, je t'ai dit c'était pas trop long le trajet. Voilà. Et tu m'as dit non, je me suis occupée. Et ben voilà. Donc le pavé de 1000 pages, il m'occupe bien. Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu aurais aimé lancer ? Alors, je sais pas en ces termes-là, mais j'ai plein d'idées pour la suite, pour après Place to Swap. Ça m'a mis un peu, ça a planté cette graine. Ouais. Et encore une fois, quelle que soit l'issue et quelle que soit la finalité, la sortie de Place to Swap, je sais qu'aujourd'hui, je ne pourrai plus revenir dans un monde classique du salariat. Et il y a plein de choses dans l'économie circulaire ou dans la RSE de manière générale qui me plairait de lancer. Ouais, j'ai pas mal d'idées derrière la tête. On a hâte de connaître la suite. Juste pour revenir sur les enfants, on a un podcast qui s'appelle Philosophie et qui donne la parole aux ados sur leur rapport au digital. Et moi, j'aurais aimé savoir, en tant que maman qui travaille dans la tech, comment tu gères cette idée que les algorithmes pourraient driver la vie de tes enfants ? Alors, je trouve ça à la fois excitant, mais ça me fait un petit peu peur aussi, pour être parfaitement honnête. Voilà, il y a cette émission-là sur Netflix, dont j'ai oublié le nom, mais derrière nos écrans de fumée. Derrière nos écrans de fumée, exactement, qui est assez flippant quand même, il faut le dire. Et je pense que du coup, en tant que parents, on a un challenge qui est quand même colossal, d'apprendre à nos enfants à justement ressortir de cette bulle et réussir à prendre du recul sur des infos qui leur sont données en brut. Donc, je pense qu'on a vraiment un rôle hyper important de les aider à déceler les fake news, de pas tout prendre pour argent comptant. Et du coup, ça va obliger tous ces jeunes à avoir un esprit critique beaucoup plus développé. Donc, on a un sacré enjeu en tant que parents. Donc, moi, j'essaye déjà de leur expliquer ça, la notion de bulle de filtrage, en leur disant ce que vous voyez, c'est des choses où on vous a déjà mis dans une case et du coup, ça ne fait que conforter des choses que vous savez déjà. Et il est important que vous dézoomiez, que vous preniez du recul et que vous essayiez d'avoir un avis qui est beaucoup plus large. Donc, ouais, ça me fait un petit peu peur. Ils le comprennent quand tu leur expliques ? J'ai l'impression qu'ils le comprennent, en disant même c'est pour ça qu'il y a telle pub qui m'a été poussée, etc. Mais je me dis, ils sont dans un milieu particulier où moi-même je suis dans la tech et je suis très au fait de ce genre de choses. Mais pour les gens qui le sont beaucoup moins, moi ça me fait peur. Donc j'attends beaucoup de l'enseignement et de l'éducation nationale là-dessus pour qu'ils les éduquent. Mon deuxième qui est en CE2 a eu un cours sur les fake news. J'ai trouvé ça génial. Je me dis mais j'espère que c'est quelque chose qui est généralisé. Donc il m'a expliqué ça c'est une fake news par exemple parce que pour telle et telle raison. Donc, il y a un gros enjeu d'éducation derrière, je pense. Enfin, c'est sûr même. Et quand tu penses à demain, tu vois quoi, toi ?
Alors demain, encore une fois, je suis quelqu'un de résolument optimiste, donc j'ai envie de croire, même si ça va pas venir tout de suite. C'est une qualité pour un entrepreneur, d'être optimiste. Je pense que c'est indispensable. Enfin là, dans les hashtags, il y a l'optimisme, l'exigence, la résilience, la persévérance. Voilà, j'en ai plein. Mais oui, l'optimisme, c'est obligé. Enfin, quand on se lance, notamment, et que au départ, très peu de gens croient en toi, il faut être sacrément optimiste et sûr de soi pour pouvoir y arriver. Donc oui, l'optimisme, c'est une qualité, je pense, indispensable pour se lancer. Pardon, je t'ai coupé. Donc mais il faut de l'optimisme pour demain. Faut de l'optimisme pour demain. Et j'ai envie, et moi, cet optimisme, je le perçois vraiment de manière très claire, justement, c'est chez ces fameux millennials. Enfin, j'ai donné l'exemple de la seconde main. Aujourd'hui, ça semble évident à n'importe quel ado de 15 ans d'aller acheter un produit de seconde main parce qu'il sait que c'est mieux pour la planète. Donc ça, pour moi, c'est des messages qui sont hyper positifs. De la même manière, les jeunes et même mes enfants qui sont en primaire, je les sens beaucoup plus alertés sur ces sujets environnementaux, sur le recyclage, sur la lumière, etc. Il faut éteindre la lumière. C'est des choses qu'on faisait déjà, mais pour eux, c'est devenu quelque chose de naturel. Sur la notion de végétarien aussi, je me rends compte qu'il y en a de plus en plus. Je le suis pas moi-même, mais je perçois que de plus en plus de gens sont vraiment au fait de ces sujets et se posent les questions. Donc, pour toutes ces raisons, je suis assez optimiste en me disant que ça va être évident pour les jeunes et pour les décideurs de demain. On voit dans les grandes écoles qu'il y a de plus en plus de chaires de sustainability, que ces enjeux vont faire partie du business et du monde de demain. Donc voilà, j'ai envie d'avoir cet esprit, en tout cas cet aspect très optimiste en me disant ça sera même plus une question en fait. Waouh! C'est quoi la plus grosse claque que tu as prise ? La plus grosse claque que j'ai prise, alors si je sais, au début, là aussi quand on se lançait, je savais que ça serait dur en étant deux femmes. Ça l'a été, clairement pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. En revanche, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était au jeunisme. Je me suis lancée, donc j'avais 35 ans, j'avais pas l'impression d'être une vieillarde. Non. Voilà, et pourtant, donc mon associé est un peu plus âgé, donc on est deux femmes, et en fait on s'est rendu compte assez rapidement qu'on ne rentrait dans aucune case de deux startups, de deux fondatrices de startups, parce qu'on était donc des femmes, parce qu'on était vieilles avec des guillemets, et parce qu'on n'était pas dans la tech. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Et en fait, je m'en suis rendu compte quand on a fait notre premier accélérateur chez Lafayette Plug and Play, où on s'est dit, mais en fait, il n'y a que des mecs de moins de 30 ans qui sortent d'école d'ingé. On est deux femmes de plus de 35 ans qui sortons d'une école de commerce, même si on développe une tech. Et donc, en fait, on ne rentrait pas dans les cases. Et ça a été hyper dur à accepter. Je me sentais pas vieille et là je me suis pris un coup de vieux en me disant mais j'ai quand même tellement de choses à apporter par ailleurs, mon expérience, mes 10 ans d'expérience, je suis quand même business, etc. Ça a été une sacrée claque. Et t'as eu des remarques particulières ou c'était juste un ressenti? C'est insidieux dans ces questions. Donc que fait votre mari? C'est si j'ai eu quand même en fait vous faites de la com. En fait pas du tout, je fais pas de la com, je suis en train de développer une tech, mon coco, et d'ailleurs elle est déjà live. Et d'ailleurs si tu veux, tu vas aller regarder dans le code et tu vas voir quand on fait de la tech. Donc c'est insidieux. C'est des rapports, des discussions qu'on peut avoir avec des investisseurs ou même des marques où on nous dit en fait vous n'êtes pas vraiment un format habituel de start-upeuse, quoi. Et pourtant, la singularité, c'est aussi ce qui fait toute la différence. Absolument. Quelle est la question qu'on te pose tout le temps et qui à force t'agace ? Alors je pense pas à une question qu'on m'a posée maintenant, mais qu'on m'a posée pendant très longtemps et qui m'a énervée. Pendant 2-3 ans, alors que je trimais déjà 100 EO, on m'a demandé si j'étais à 100% dans mon business. J'étais là, oui, en fait, oui, je travaille jour et nuit, 150%, mais oui, c'est pas un side business, je suis pas en train de me faire les ongles, c'est mon métier full-time. Mais ça, on me l'a posé vraiment longtemps, cette question. Qui est incroyable. Qui est surréaliste, encore une fois, et je me pose la question, est-ce qu'on aurait posé cette question à un mec ? Vraiment, je me pose la question. Et la question la plus déplacée qu'on t'ait posée ? Alors celui-là, je m'en souviendrai longtemps. Pareil, un investisseur qui me dit et ta copine là, quand est-ce que je la vois ? Alors là, j'avoue, encore une fois, je suis restée sans voix. Ma copine, en fait, c'est mon associé avec qui je travaille depuis 4 ans. Donc, c'est pas ma copine. Et puis, est-ce que moi, je te parle de tes copains investisseurs ? Je ne pense pas. En effet. Et la question qu'on ne pose jamais, et c'est tant mieux. La question qu'on me pose jamais, est-ce que tu as fait quelque chose dont tu
pensais ne pas être capable. Sous-entendu, un truc un peu limite. La réponse est oui, donc je suis contente qu'on ne me l'ait pas posée. Et qu'on ne demande pas plus de détails. Voilà. Lucie, on arrive à la fin de cet épisode. Donc, tu as été choisie comme Sista par Emmanuel Arnault et Charles-Édouard Girard. Si toi, tu avais dû choisir une Sista, une femme entrepreneur à mettre en avant, tu aurais choisi qui ? Alors, c'est vrai que spontanément, on pense toujours aux mêmes femmes, Nathalie Bala, Tatiana, justement, de Sista, ou Caroline Raman de 15 Tech, que j'ai rencontrée très tôt dans mon parcours. Mais là, j'aimerais du coup en profiter pour mettre la lumière précisément sur des femmes dont on parle un petit peu moins, qui sont à la tête de start-up, cofondatrices, et parfois depuis plusieurs années, qui ont des jolis succès. Du coup, je pense à Eliette Vincent de Cocoli, voilà, avec laquelle j'avais eu l'occasion d'échanger, avec laquelle on a partagé beaucoup de choses en tant que mum-entrepreneur, et également Virginie Ducrot de Boxtal, voilà, qui a un beau petit parcours, qui n'est pas forcément souvent mis en lumière, et ça m'intéressait de les mettre en lumière aujourd'hui. Eh bien, on les taguera dans cette émission. Le mot de la fin ? Déjà, un grand merci à Emmanuel et Charles-Édouard de m'avoir donné cette opportunité. C'est vrai que ça rejoint ce que je disais précédemment. C'est important, je pense, de montrer l'exemple de femmes qui sont pas forcément waouh, mais néanmoins qui réussissent à faire des choses. Je pense que c'est très important dans l'augmentation du nombre de femmes de donner ces rôles modèles. Non pas que je prétende être un rôle modèle, mais je pense que si demain on se pose plus la question d'avoir que des hommes blancs en tant que success story, ça va débloquer beaucoup de femmes, que les femmes arrêteront de se mettre ces barrières et que les choses deviendront plus naturelles. Comme une Kamala Harris aux États-Unis. Pour moi, c'est exactement la même chose. Eh bien, merci Lucie, merci pour ces messages, merci pour ta transparence, ton optimisme, et on retient résilience et persévérance en plus. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup.